J'aime ça. Un sujet nous a été donné sur un plateau d'argent cette semaine. On voulait parler de la date limite des transactions dans quelques semaines, mais ça a été devancé un peu avec la transaction de Bo Horvat, donc qui a eu lieu hier, si je me trompe, hier ou avant-hier, en fait, qui passe aux Islanders de New York. Pierre-Carl, peut-être tes premières impressions sur cette transaction-là? Je pense que c'est un bon échange pour les Islanders. C'est une équipe qui se bat pour une place en séries éliminatoires. On a raté les séries l'année dernière, donc on ne veut pas les rater pour une deuxième saison de suite. Puis Horvat, il se dirige quand même vers une saison de 50 buts. Donc, puis, les Islanders sont présentement 25e pour les buts marqués par match. Donc, on va combler quelque chose dont on n'avait pas parce que défensivement et dans les filets, ça va super bien. On est dans les meilleures équipes de la Ligue. C'est vraiment offensivement qu'on a beaucoup de difficultés. On marque seulement 2,8 buts par match. Donc, ça peut être la pièce manquante pour accéder aux séries. Puis, mais sinon, de l'autre côté, tu as Anthony Beauvillier. Je pense il a beaucoup de talent. Je pense qu'il n'a peut-être pas exploité au maximum tout son talent. Il a seulement 25 ans. Donc, s'il était souvent sur une troisième ligne, donc s'il est capable de jouer dans un top 6 avec les Canucks qui ne feront pas les séries cette année, qui s'en vont nulle part, s'il peut avoir du temps de glace, ça peut peut-être le relancer. Puis, on ne sait pas, là, peut-être que c'est dur à dire présentement qui va gagner l'échange, mais je m'attends. Lou Lamoriello, c'est rare qu'il va chercher un joueur juste pour joueur de location. Là. Donc, je m'attends à ce qu'il le re-signe. Donc, peut-être un petit avantage pour l'instant aux Islanders, là, mais c'est ça. Julien, de ton côté, tu donnes-tu l'avantage aux Canucks ou aux Islanders? Ben, ça va 100% dépendre de s'il signe là-bas. Parce que honnêtement, c'est un scénario où c'est que les Islanders manquent les séries, mais qu'ils signent, ça peut le faire. Un scénario que les Islanders manquent les séries, imaginez, là, pas protégé, mais 15e. Ils perdent leur choix de première qui est 15e. Horvat ne signe pas. Ils perdent un espoir A. Écoute, ça serait une catastrophe. Puis même s'ils font les séries, je ne suis pas convaincu que c'est une équipe nécessairement qui va se rendre loin. En tout cas, c'est sûr qu'ils ne gagneront pas la coupe. Donc, même faire un parcours de 2 rondes ou même 3 rondes en série, mais perdre un premier choix à Tourati, puis c'est pas comme ça une équipe qui était à un joueur d'aller gagner la Coupe Stanley. Donc, ça va vraiment 100% dépendre du fait que si Horvat re-signe à long terme ou pas. C'est quand même intéressant parce que c'est un autre choix de première ronde échangé récemment par les Islanders parce qu'on l'oublie un peu, mais dans la transaction qui avait amené Kirby Dach et qui avait envoyé Romanov aux Islanders, les Islanders avaient donné un choix de première ronde aux Canadiens qui a été ensuite envoyé à Chicago. Donc, quand même, ça fait 2 choix rapides qu'on envoie. Et là, de ton côté, pour toi, qui gagne l'échange pour l'instant? J'imagine que tu veux attendre un peu de voir la signature aussi. Oui, c'est sûr. Ben, c'est un échange qui a le potentiel d'être gagnant des deux bords, perdant des deux bords. C'est assez particulier. Là. J'ai l'impression que il y a dû avoir des discussions avec l'agent déjà du côté des Islanders. Je serais pas surpris qu'on annonce une signature bientôt. Quoi qu'avec la Lamoriello, ça peut être annoncé genre un mois plus tard, mais c'est déjà signé dans le fond. À 3 jours du début de la saison. Oui, c'est ça. Fait que ça peut être quelque chose comme ça. Mais bon, généralement, je pense pas qu'au côté valeur, c'est un mauvais échange. Je pense aussi qu'il y a une autre option à laquelle on pense pas, mais mettons les Islanders, il y a un mauvais mois de février. Ils peuvent toujours reflipper Horvat aussi. S'ils l'ont pas signé, là, ils peuvent le reflipper à date des échanges, si ça va vraiment pas bien durant le mois de février. Ça peut être une autre option intéressante pour eux autres, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils vont le signer. Puis s'ils réussissent à le signer, ben, en ce moment, c'est lui le meilleur joueur dans l'échange. Mais un choix de premier tour, on ne sait jamais en même temps qu'est-ce que ça peut te donner. Beauvillier est un avant qui peut être probablement dans le top 9, disons. Ratou également. Donc, pour les prochaines années, tu es seté avec 2 joueurs de top 9, mais Horvat, c'est le meilleur joueur de l'échange, évidemment. Le choix de première ronde, par contre, peut avoir un impact aussi. Donc, ça va être intéressant à voir. J'ai l'impression qu'il va le signer bientôt, puis ça va valoir la peine aussi du côté des Islanders. Donc, puis ce qui est intéressant dans ce qu'il amène, si on le transvise à la date limite, parce que finalement, on sort du portrait des séries, je serais curieux de voir le retour qu'on pourrait obtenir s'il serait plus gros que ce qu'on a payé pour Ça se peut. l'obtenir. Donc, aussi. ça peut devenir vraiment intéressant comme scénario. Luc, de ton côté, qui gagne l'échange? Qui gagne l'échange? Je fais le calcul, les Islanders. Pourquoi? Parce que les Islanders vont avoir 3 représentants au match des étoiles au lieu d'en avoir que 2. Donc, déjà là, on vient de planter Vancouver. Non, je fais des faces à part, là, mais sérieusement, là, je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour Émilie Castonguay, qui est assistante à la gestion au niveau des opérations hockey des Canucks. Mais je pense que depuis la fin de l'ère Sedin, sur la côte dans la Colombie-Britannique,
je me pose de sérieuses questions à savoir qu'est-ce que la gestion fait comme travail. Travis Green, ça ne fait pas la job. On réengage Bruce Boudreau. On n'est pas sûr. On leur signe une autre année. Ça ne marche pas non plus. On va chercher Rick Tocchet. Qui? Rick Tocchet. Je veux dire, sincèrement, même si les Islanders ne signent pas Bo Horvat, c'est les Islanders qui sont gagnants dans la mesure où est-ce que tu vas te chercher un joueur et il ne faut pas oublier, tu es en lutte pas avec les Penguins de Pittsburgh, tu es en lutte avec les Sabres de Buffalo et les Capitals de Washington pour prendre la dernière position du quatrième house dans l'association. Puis, tu sais, Anthony Beauvillier est encore un peu de développement à faire. Bo Horvat est à maturité, plus de 10 ans d'expérience ou près de 10 ans d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Ça va faire du bien une ligne de centre qui en a également besoin chez les Islanders. On va chercher du renfort également. Donc, moi, personnellement, je veux dire, les Islanders gagnent cette transaction-là, même s'ils ne re-signent pas à long terme. On va combler un besoin qu'on avait essentiellement. On avait des renforts pour l'aile à certaines positions au sein de l'organigramme chez la formation de Long Island. Donc, de ce point de vue-là, moi, personnellement, c'est les Islanders parce que les Canucks, souvent, on va chercher des cartes en main, mais encore là, il faudrait être capable de savoir jouer comment est-ce qu'on joue au 21 ou encore sur une table de blackjack. Puis jusqu'à date, Jim Rutherford et compagnie ne m'ont pas montré qu'ils étaient bons au casino parce que je vais vous dire, bien franchement, ils se sont plantés plusieurs fois depuis le début, depuis plusieurs années, depuis quelques années. Non, c'est intéressant, on a quand même des points de vue assez différents sur tout le monde, là. Moi, de mon côté, je vous dirais, j'y vais, même s'ils re-signent avec les Islanders, pour moi, les Canucks gagnent l'échange. J'ai l'impression, de un, Horvat n'avait pas nécessairement l'intention, selon moi, de re-signer à Vancouver. Oui, il dit qu'il voulait être un Canucks à vie et tout ça, mais avec la situation dans l'organisation, je le voyais mal re-signer là-bas. J'ai l'impression qu'avec sa saison exceptionnelle qu'il connaît, puis ça, il faut lui donner, là, c'est une très bonne saison, mais il va signer à très gros prix, à un prix plus élevé que la production qu'il a faite tout au long de sa carrière. Et je ne suis pas convaincu qu'il va valoir le salaire qu'il va commander. Et du côté des Canucks, bon, on va chercher un choix de première ronde. Comme Eloi dit, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais ça reste quand même une belle option et qui peut devenir peut-être potentiellement un joueur important pour l'équipe dans le futur. Tout dépendant en plus où les Islanders terminent cette saison. Beauvillier reste quand même un projet intéressant et qui va avoir peut-être un peu plus de temps de glace à Vancouver. Et c'est un nouvel environnement, ça va lui faire du bien. Et Ratou, ben, c'est quand même un joueur qui était considéré comme un choix très haut dans la première ronde jusqu'à temps qu'il dégringole à son année de repêchage, donc qui est peut-être une carte cachée. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que les Canucks, dans les circonstances, remportent l'échange. Et comme je dis, j'ai pas l'impression que la signature de Bo Horvat va être super intéressante l'an prochain. Moi, je dirais qu'il y a un élément qui va être très important là, chez les Canucks. C'est la même chose que le Canadien réussit à très bien inculquer cette année avec des gars comme Martin Saint-Louis et Kent Hughes, l'attitude. Ce qui est mis en application dans le vestiaire. Et personnellement, je pense que de voir l'attitude qu'on a dans la haute direction des Canucks, tu auras beau amener les meilleurs éléments ou de très bons éléments, si tu n'es pas en mesure de construire une identité efficace, claire et qui est facilement compréhensible, à ce moment-là, tu vas toujours rater ta progression et tu vas toujours reculer, même si tu penses que tu vas avancer. Puis ça, honnêtement, c'est une erreur chez les Canucks depuis plusieurs années, avant même la fin de la période décédée. Ouais, ben là, ils viennent d'en faire de plus parce qu'ils ont changé leur capitaine qui est un exemple sur la glace puis hors glace. Moi, je pense que ça s'est décidé. Horvat a décidé de s'en aller quand ils ont vu une prolongation de 8 millions à JT Miller. Je pense que c'est là que ça a cassé. Ils ont décidé de choisir JT Miller qui est reconnu pour pas être super comme coéquipier. Puis évidemment, en signant ça, il n'y avait pas d'argent pour signer Horvat. Donc, je pense que ça a été la plus grosse erreur que les Canucks ont faite. Si on parle de culture, Horvat la représente, Miller, non. Puis ils ont décidé de choisir Miller. Fouille-moi pourquoi. Donc, ça part de là. Puis, on peut questionner plein d'autres échanges. Là, ils sont allés chercher avec Matt Larson. Je ne sais pas ce qu'ils voyaient avec Matt Larson, mais ils l'ont vu au camp d'entraînement après qu'il n'était même pas capable de patiner. Fait que c'est des erreurs littéralement d'administration. Il n'y a personne d'autre à blâmer que les directeurs généraux, parce qu'il n'y avait pas juste Jim Rutherford, c'est assez récent.
En fait, je Puis, dirais, ce qui semble avoir fait mal à un certain point aux Canucks dans les dernières saisons, puis c'est étrange à le dire comme ça, mais c'est leur bon parcours en série l'année de la COVID où il y avait justement avec le tour de pluie qui leur a permis d'aller un petit peu plus loin. Avec les performances de Demko, on s'est rendu loin. On avait l'impression qu'on avait un noyau solide pour se rendre loin en série année après année et on a fait des mouvements importants pour tout de suite gagner. Puis on a amené des joueurs, oui, qui avaient un certain talent, mais sans évaluer justement leur bien pour l'équipe à long terme, dont Ekman Larsson, Nate Schmidt qui était là aussi à un certain moment. Tu sais, il y a eu comme plein mais leur d'acquisitions. Garden non plus, c'est pas. Non, c'est ça. On a vraiment il n'a tout jamais été tenté. réputé pour être wouhou. Fait que, Voulez-vous qu'on en parle? ils sont allés chercher des pestes qui mettent des points sur le tableau, mais quand t'en as trop c'est ça. Quand tu as trop de virus, ben tu meurs. Un bel exemple de culture, là, c'est les Sabres de Buffalo qui ont réussi à Yes! Tourner le bateau. Jack Eichel, qui ont été chercher Alex Tuch. Ouais, c'est Ils effectivement. sont allés chercher Tuck, ils ont mis Okposo capitaine, ils ont sorti Ristolainen, ils ont sorti Eichel, le Tage Thompson. Tu vois, en fait, tout le monde, on dirait, quand Eichel est parti, là, on dirait que ça fait. Oui. Puis là, tout s'est mal bien allé. Puis moi, tu vois, là, au début, tu sais, Vegas avait un bon début de saison, puis tout, puis Eichel, ça avait l'air d'être popé, puis là, tu vois, ça a ralenti, puis Eichel, je vous dis, là, ça ne durera pas longtemps. Ça, c'est un autre exemple de Vegas qui avait plein de bons, qui avait de l'attitude puis du travail. Ils ont tous sorti un par un. Toc, Fleury, l'autre. Non, mais il y en a plein. Là. Ouais. Ouais, on a complètement changé l'équipe pour essayer de gagner encore là avec le talent, mais sans passer aux intangibles. Exactement. On dit ça, mais en ce moment, quand même, là, même s'ils sont une mauvaise séquence, ils ont seulement 2 victoires dans leurs 10 derniers matchs. Les Golden Knights sont quand même 3e de la Pacifique. Ça va être une lutte extrêmement serrée. Ouais, mais entre les souviens-toi, Oilers, ils ont les été Flames premiers avec pendant 30 matchs. Puis là, Ça ça a a été fait une longue avance. pouet. Mettons, tu regardes la dernière séquence, là, mettons que tu divises la saison en 3. Premier tiers, numéro 1 avec 25 points d'avance. Deuxième tiers, là, sont en bas de 500. Fait que là, le troisième tiers, s'ils sont en bas de 500, ils finissent 6e. Fait que c'est pas fait encore. Moi, je suis de ceux qui avaient mis Vegas 5 ou 6e là, au début de l'année. Puis honnêtement, moi, j'ai l'impression que ça va être ça. Ils feront pas une série. Puis au 20e, 25e, 26e match, j'étais la deuxième meilleure équipe de la Ligue. L'affaire, c'est que la division n'est pas très bonne non plus, là, mais on va voir comment ça se passe. Seigneur, non, pas du tout. On dit ça, mais malgré tout, en ce moment, deux équipes repêchées dans cette division-là. Donc, malgré tout, on tient fort. Non, il y a eu On seulement vient une descendre. équipe repêchée. L'Avalanche a 2 dépassé matchs les de moins de Flames. jouer que les Flames, avec le même nombre de points. Bon, donc on a des petits changements, mais ça serait à suivre pour le reste de la saison. Passons à notre deuxième sujet qui est par rapport au match des étoiles, donc qui va avoir lieu ce week-end. Donc, quel joueur non sélectionné, selon vous, méritait le plus sa place au match des étoiles? Évidemment, avec le concept de un joueur par équipe, il y a plusieurs joueurs qui auraient pu être là et qui sont absents. On va commencer avec toi, Pierre-Carl. Moi, c'est Rasmus Dahlin. Tage Thompson, il méritait amplement sa nomination, mais justement, c'est ça, le format, en fait, des matchs des étoiles fait en sorte qu'il y a certains joueurs qui sont oubliés à chaque année. Puis, Dahlin, c'en est un, il se dirige vers au minimum une nomination pour le trophée Norris. Pardon, il y a du bruit à côté de moi. Puis, c'est le deuxième meilleur pointeur chez les défenseurs. C'est quand même 55 points en 48 parties, donc 14 buts. Donc, je pense qu'il méritait amplement sa nomination. Éloi? Je vais aller avec Jake Ottinger. Dans la centrale, on a des bons gardiens, évidemment, Hellebuck et Saros, c'est pas ça le point, mais c'est qu'en même temps, avec une moyenne de 923, c'est un peu triste pour Ottinger de ne pas pouvoir être là, donc ce serait celui que je nommerais ici. Pas mal convaincu que s'il était en Pacifique, 100% serait au match des étoiles. 100% qu'il serait dedans, c'est rien contre Hellebuck puis Saros, mais c'est juste que Ottinger, c'est ça, il est dans la mauvaise division. Luc? Écoutez, moi, j'hésitais beaucoup, mais je vais y aller quand même avec mon joueur que je vous achète depuis plus d'une année, qui était là l'an passé et qui n'est pas là cette année.
C'est qui a fini finaliste pour le candidat pour Roman le Yossi. Trophy Norris? Merci beaucoup. Et qui est-ce qui a encore quasiment une moyenne d'1 point par match encore avec son équipe? Roman Yossi. Oui, et voilà, merci beaucoup. Ça sera tout. Merci, votre honneur. Julien. Rasmus Dahlin. Puis en plus, il est jeune, il y a des skills offensifs incroyables. C'est vraiment le genre de joueur que tu veux dans un match des étoiles. Tate Johnson méritait d'être là, évidemment. Autant que Dahlin, en fait. Fait que je ne suis pas fâché, mais évidemment avec la formule qu'on connaît justement, mais ça c'est un joueur que j'aurais aimé voir, évidemment, là, au match des étoiles. Mais je suis bien d'accord, c'était mon choix également. Puis quand je regarde les joueurs sélectionnés par les fans, on n'est pas trop sûr si c'est vraiment les fans ou c'était simplement les choix de la Ligue nationale. Là. Mais tout de même, quand on regarde Austin Matthews dans l'Atlantique, connaît une bonne saison, mais sans plus que ça cette année, je trouve. Entre les deux, là, j'aurais mis Dahlin loin devant pour cette saison. Mais évidemment, il y en a un qui vend un peu plus que l'autre et qui est dans un gros marché. Donc, c'est ça, le marché aussi, là, on s'entend, il y a pas plus de monde qui vont voter Austin Matthews à Toronto que du monde qui vont voter Dahlin à Buffalo. Puis là, sans toutes les autres de la Ligue nationale, qui évidemment, ils ont une identité, Austin Matthews. Dahlin, il sort des profondeurs de Buffalo qui ont été profonds longtemps. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas habitué de regarder vers Buffalo pour justement aller chercher des joueurs de talent. Dernier sujet du forum LNH. Les Hurricanes et les Bruins connaissent des saisons exceptionnelles. À l'approche du dernier tiers, si on veut, de la saison et des séries qui s'en viennent, pour vous, quelle équipe est la plus dangereuse pour finir l'année et pour les séries entre ces deux formations-là? Je vais commencer avec toi, Éloi. Je vais aller avec Boston. Pour le système qu'ils ont, honnêtement, c'est assez terrifiant à voir. Je sais qu'ils ont ralenti un petit peu dans les dernières semaines, là, mais généralement, cette année, ils ont été presque invincibles. C'est une équipe qui est très bien construite de haut en bas. La seule chose, c'est que leurs vétérans commencent à être vieillissants. On le dit à chaque année depuis quelques années. Là. Donc, ça pourrait peut-être les freiner en fin de saison s'il y a une certaine fatigue qui s'installe. Mais en côté talent, je vais y aller avec Boston. C'est une équipe qui est peut-être un peu plus bâtie pour les séries, je me répète, là, mais les Hurricanes, j'ai comme pas l'impression qu'ils ont une équipe qui est vraiment faite pour les séries. Peut-être qu'ils vont me donner tort, là, mais j'ai l'impression qu'on va avoir de la misère à se rendre en finale de l'Est, tandis que Boston, eux autres, je les vois comme étant construits pour ça. Julien? Boston aussi. Mettons que je décante chacune des positions. Juste, mettons, on va prendre au niveau des mises en jeu. Je donne le go à Boston. Au niveau du physique, je dirais que ça s'équivaut. Au niveau des gardiens de but, je donne l'avantage à Boston. Puis là, ils vont aller chercher d'autres morceaux, là, je suis convaincu. Là, les deux équipes, d'ailleurs, vont aller chercher d'autres morceaux, mais j'aime pas les vétérans qu'il y a en Caroline versus ceux de Boston. Je pense que c'est là, en fait, que, moi, Brent Burns, je ne suis pas un fan. Il triche beaucoup. En plus, il est rendu vieux. Stashny est rendu très vieux. Jordan Staal, lui, je l'aime. Mais il manque le style, le prototype de joueur, comme dit Éloi, je pense qu'on est plus série du côté de Boston que Hurricanes. Mais encore là, va savoir quelles pièces vont ajouter chacune des deux équipes d'ici à notre limite des transactions et aussi les blessures. Patrice Bergeron se blesse, sa saison est finie. C'est sûr que je n'aurai pas le même discours. Ouais, si on pense match-up, c'est Buffalo, Pittsburgh, Washington, c'est ce genre d'équipe-là qui vont affronter Boston et Caroline. Là. Je pense que je suis moins inquiet encore là, d'affronter les Hurricanes en première ronde. Luc? Écoutez, c'est une très bonne question. Je vais juste dire tout simplement, avant de répondre, qu'il n'y a aucun défenseur qui va représenter l'Atlantique. On a 9 attaquants avec 2 gardiens de but, ce qui est vraiment épais, mais bon, ok, je l'ai dit. Ouais. Mais moi, je pense que ça va être... Juste pour faire différent, je vais dire les Hurricanes à Caroline. Je crois personnellement ça avec les Bruins, mais pour faire différent, je vais y aller avec la Caroline. Pourquoi? Tu vas besoin de faire différent, hein? C'est pas grave. Écoute, ça prend un peu de variété dans tout. Hein? Fait qu'on va rajouter un peu de champignons dans une salade César. Je dis les Faites pas ça à la maison. Non, effectivement, c'est dégueulasse dans la salade. La recette culinaire de la journée. Mais sérieusement, les Hurricanes de Caroline. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps à bâtir cette organisation-là, cette formation-là. On a eu quelques choix un peu douteux au fil des années. On a eu certains cadeaux qui ont été empoisonnés
pour diverses raisons. KK. Blessure au tendon d'Achille également, pas juste Kiki. Les anciens du Canadien. Oui, voilà, merci beaucoup. Très bien résumé de la part de Nicolas. Mais sérieusement, on a un entraîneur qui est un peu dans le même moule de Martin Saint-Louis. C'est-à-dire, c'est un joueur qui a été reconnu à travers la Ligue nationale de hockey lorsqu'il a joué. Il connaît très bien la game, sans faire de référence involontaire ou maladroite. Mais c'est vraiment un personnel d'entraîneur qui est vraiment très compétent en Caroline. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui peuvent laisser à désirer? La réponse, c'est oui. Mais dans l'ensemble, les Hurricanes de Caroline sont vraiment une formation qui arrive à maturité. Je pense que les Bruins, malheureusement, l'âge vieillissant va faire l'expérience, oui, mais le fait qu'on est très vieux fait en sorte que ça va venir être un élément nuisible en séries éliminatoires, même si jusqu'à présent, il faut le donner. Jim Montgomery, pas Jim Montgomery, mais du côté de la gestion de temps de glace, on fait un excellent travail pour bien gérer, bien répartir le temps de jeu avec les joueurs comme Bergeron et Krejci. Pierre-Carl? Moi, ça va être du côté des Bruins. On est les plus dangereux. Je trouve qu'on a une équipe un peu plus complète. Les deux équipes ont beaucoup de talent, là, puis ça va être deux bonnes équipes en séries éliminatoires. Mais je donnerais un petit avantage aux Bruins, avec les vétérans, c'est comme Brad Marchand, Pasternak, Bergeron. Tout le monde l'a bien résumé, là, mais tu as même McAvoy, lui aussi aurait mérité sa place au match des étoiles, mais on n'a aucun défenseur, comme Luc a dit. Mais même DeBrus qui est présentement blessé, mais sinon, tu as Krejci, même dans les filets. Anderson est souvent blessé. Je fais plus confiance à Ullmark et à Swayman de ce côté-là. Puis, j'ai pas de doute qu'on va aller chercher aussi, en plus, chez les Bruins, un joueur peut-être de 3 ou 4e trio. Déjà qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui sont capables, en l'absence de certains joueurs, comme Pavel Zacha, qui, depuis qu'il joue sa 2e ligne, joue extrêmement bien, complète très bien Taylor Hall et même Pasternak, je pense qu'il joue un petit peu avec. Nicolas ne m'aimera pas, mais je vous relance tout le monde. C'est qui a le plus d'éléments pour aller chercher un joueur d'impact, un joueur de location? Les Hurricanes ou les Bruins? Les Hurricanes. Enfin, plus les Hurricanes. Dans le système, oui, ça va être les Hurricanes. Donc, moi, personnellement, je pense à un nom que tout le monde parle. Est-ce que c'est Taves ou Kane qui pourrait se rendre avec Boston si on veut aller se remplir et vraiment se mettre vraiment en bonne posture? Parce que moi, personnellement, je pose la question parce que ça devient intéressant avec les Blackhawks qui sont presque ouvertement affichés pour se débarrasser de Kane et de Taves en ratant le contrat. C'est lequel des 3 formations, et j'inclurais les Jets de Winnipeg dans le mixing pot, lequel des 3 formations qui a le plus d'artillerie pour aller chercher un des 2 joueurs à Chicago? Ben, en fait, j'ai vu déjà plusieurs rumeurs de transactions par rapport à Kane. Rangers. Les Rangers sont là. Mais Kane avec les Browns, j'ai quand même vu plusieurs rumeurs, par contre, déjà face au face. Puis à un certain point, il y aurait quand même un fit que je verrais de Kane à Boston. Écoute. Et c'est un joueur qui sait gagner et qui est là dans les gros moments. Donc, j'ai l'impression. Ça serait vraiment dangereux, mais je pense que ça serait quand même un bon fit. Puis à la limite, un autre joueur de talent qui est dans l'équipe qui a peut-être plus envie d'être là, ben à ce moment-là, il peut avoir une transaction qui peut se faire avec un joueur, un actif, si on veut. Donc, moi, je pense qu'il pourrait être une option intéressante. Puis, du côté des Hurricanes, c'est que oui, on peut aller chercher des joueurs, mais j'ai l'impression que de poste pour poste, on va aller souvent chercher un équivalent qu'on peut déjà avoir dans l'organisation. Donc, j'essaie de voir, à part de la profondeur, évidemment, là, mais en termes de joueurs de talent, les Hurricanes, je pense pas, ont besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. C'est vraiment plus de la profondeur. Ouais, exact. Super. Ben écoutez, messieurs, on va passer à un segment qu'on va tenir seulement cette semaine et à la date limite des transactions, donc le coin transaction. Donc, on vous revient avec Julien dans quelques instants.